Hello. Bon, j'ai écrit un essai de philo politique, une théorie de la démocratie, un truc comme ça. Sauf que j'ai aucune idée de comment le diffuser, auprès de quoi, de qui, j'ai pas les bons réseaux, pas de légitimité académique, d'influence sociale, bref, je sais pas comment faire. Alors voilà, j'ai décidé de faire ce que je pouvais, c'est-à-dire d'en faire une version audio et de la rendre disponible sur tous mes réseaux, parce que ça me semble être le plus simple à partager facilement, pour vous comme pour moi. Mais au-delà de ça, l'avantage de publier directement sur les réseaux en format audio, c'est d'en faire quelque chose de plus interactif qu'un livre. Ici, vous pouvez commenter, critiquer, remettre en question, argumenter contre dans vos messages. Et de cette manière, ça me permettra, une fois que l'ensemble du texte de base aura été diffusé, de poursuivre la série d'audio avec des réponses à vos commentaires, que ce soit pour répondre à vos interrogations, donner des éléments supplémentaires pour mieux vous expliquer les choses, ou pour reconnaître que vous avez raison quand c'est le cas. Parce que je pense clairement pas avoir inventé l'eau chaude non plus. Et donc voilà, si ce que je raconte vous paraît intéressant, intriguant, voire pertinent, n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer aux personnes qui ont les bons réseaux si vous en connaissez, à recommander l'écoute quand vous en avez l'occasion, mais aussi et surtout, ne vous gênez pas pour commenter et critiquer, dire quand vous n'êtes pas d'accord avec ceci ou cela dans mes propos. Je vous promets de faire des épisodes supplémentaires pour répondre et poursuivre le débat avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, en espérant que ça vous plaise et que ça vous interpelle au moins un peu. Minocratie. Avertissement avant lecture. Je ne suis pas une universitaire. Je n'ai jamais acquis la méthodologie nécessaire à la rédaction de tels ouvrages. Je n'en ai tout simplement pas les moyens. J'ai eu beau m'atteler à cette tâche avec le plus de sérieux possible, tenter de faire autant de recherches que je pouvais en faire, je n'ai pas la prétention de croire que ce que j'ai écrit ici est à l'abri de toute critique. Il est probable que quelqu'un ait déjà dit tout cela avant moi, et l'ait même mieux dit. Il est probable que je me trompe sur des éléments cruciaux qui invalident totalement mon raisonnement. Mais plus encore, je n'ai évidemment pas les moyens de mettre en pratique mes hypothèses. Il est fort probable que les résultats que j'imagine s'avèrent tout simplement faux dans la réalité. Voyez donc cet ouvrage comme rien de plus que ce que je crois moi-même qu'il est. Une piste de réflexion, un moyen de lancer une idée à partir de laquelle, peut-être, d'autres, bien mieux formés et informés que moi, pourront travailler. Chapitre 1. Je suis un parasite social. Je suis une femme trans et handicapée. Ça veut dire beaucoup de choses et ça appelle à des précisions, mais ça veut surtout dire que je suis une personne qui a besoin, pour vivre décemment, peu importe les critères qui sont les vôtres à ce sujet, de beaucoup plus de ressources que les autres, notamment en termes de soins. J'ai besoin, si je souhaite pouvoir tirer quelque bonheur de mon existence, d'avoir accès à plusieurs chirurgies lourdes, à des examens médicaux réguliers dans des centres spécialisés, à des traitements quotidiens, à un suivi psychologique sur le long terme. Et à cela s'ajoute la nécessité d'une protection particulière de ma personne face à des persécutions régulières, d'un espace privé et public ainsi que de services adaptés à ma condition physique, voire même à des personnes dédiées à m'aider dans certaines tâches que je ne peux que difficilement accomplir moi-même. La plupart des gens n'ont pas de tels besoins et se contentent d'un toit sur leur tête, d'énergie pour se chauffer et s'éclairer, de divertissement, de nourriture, de vêtements et d'autres appareils destinés à leur confort. Toutes choses dont j'ai moi-même aussi besoin, en sus de ce que j'ai déjà mentionné. Tout cela, bien évidemment, a un coût pour la société. Il faut que des gens, des industries, des entreprises, des services publics existent, produisent tout ça, et acceptent de m'octroyer une part de leur production qui est bien entendu le fruit de leur travail, de labeur, d'efforts souvent peu agréables à fournir. Et vu que mes besoins sont plus grands que ceux de la plupart des gens, cela veut dire concrètement qu'il faut davantage de travail, davantage de temps et d'énergie pour me maintenir dans une existence correcte qu'il n'en faut pour maintenir les autres personnes. Cela coûte davantage à la société de subvenir à mes besoins que de subvenir aux besoins de n'importe qui d'autre, du moins en moyenne.
Et le pire dans cette affaire, c'est que mon handicap m'empêche totalement de participer à l'effort collectif de production des richesses que je consomme au quotidien. Il m'est physiquement quasiment impossible de travailler, de dépenser de l'énergie et du temps à créer quoi que ce soit dont les autres puissent avoir besoin en théorie. Ainsi, pour me permettre de vivre aussi décemment que possible, la société doit m'attribuer bien plus qu'à la plupart de ses autres membres, alors même que je ne lui rapporte strictement rien en échange. En tout état de cause, cela fait de moi un poids mort qui s'accapare les richesses difficilement produites par les autres sans rien donner en retour. Un véritable parasite social. On pourra toujours dire que ce que j'apporte est autre, moins matériel, moins marchand, moins ceci ou cela. Mais au bout du compte, il n'en restera pas moins que je le produis en plus petite quantité que les autres, et que je consomme bien plus de richesses, sous toutes leurs formes, que les autres. Au premier abord, il ne semble donc pas très rentable pour une société, quelle qu'elle soit, de m'accepter en son sein. Il semble même que les gens qui la composent et qui travaillent à la faire vivre ont tout intérêt à m'exclure de celle-ci afin de conserver leur énergie, de s'épargner des souffrances et de se partager davantage de richesses. Mais moi, je ne peux pas me permettre d'être exclu de la société, de quelque manière que ce soit. Mon handicap m'empêche autant de participer à l'effort collectif que d'espérer pouvoir subvenir seul à mes propres besoins sans le concours de personne. En fait, il me paraît même évident que, même en pleine possession de ma force physique et mentale, je ne pourrai jamais survivre sans les autres. Ne serait-ce que pour combattre le sentiment de solitude, il m'est nécessaire de côtoyer et de m'associer avec des gens. Aussi, si je souhaite pouvoir vivre dans des conditions dignes, je n'ai pas le choix. Je dois m'assurer que les gens soient absolument convaincus que ma présence en leur sein est légitime et que la société qu'ils composent soit organisée de manière à ce que les richesses dont j'ai besoin me soient effectivement octroyées. Chapitre 2. Je n'ai aucune morale. Dans les faits, les autres membres de la société peuvent décider de m'exclure, de me rejeter, de m'éliminer, de m'exiler ou de me priver de ce dont j'ai besoin. Les gens en ont le pouvoir physique, je n'ai clairement pas la force de leur résister. Je n'ai donc d'autre choix que de les convaincre que ma place dans la société et mon accès aux richesses que celle-ci produit sont absolument légitimes, irrévocables. De manière à ce qu'il ne vienne à personne, et surtout pas aux instances décisionnaires, l'idée de m'exclure ou de m'affamer. Et à ce sujet, j'ai longtemps cru que la chose à faire était d'en appeler au sens moral de mes contemporains ou contemporaines, d'expliquer à quel point il est fondamentalement injuste d'exclure qui que ce soit de la société, d'autant plus si cette personne n'a pas le choix de sa condition physique et n'a rien fait de mal qui puisse justifier une telle exclusion. Hélas, je crois désormais que cette façon de procéder n'est pas efficace et n'aboutit pas au résultat souhaité. De fait, mon expérience du monde m'a appris que mon sens moral, d'où qu'il vienne, n'est qu'un sens moral parmi tant d'autres. Non seulement il a évolué au cours de ma vie et en fonction de mes expériences, mais les autres personnes qui composent la société tendent à avoir des avis différents sur ce qu'il est juste ou non de faire dans telle ou telle situation. Aussi, si j'en appelle au sens moral de mes pairs, qui me dit que ceux-ci ne trouvent pas particulièrement injuste que j'ai le droit à des richesses sans produire le moindre effort, quand eux-mêmes n'ont pas choisi d'être suffisamment en forme pour participer à la production de celles-ci, et n'ont rien fait de mal non plus. Face à ces différences potentielles, il faudrait que j'argumente pour prouver que mon sens moral à moi est le bon ou le meilleur. C'est-à-dire que ma morale est davantage morale que celle des autres, et que ces autres se trompent quand ils me refusent l'accès à la société ou à ses richesses. Mais pour ce faire, il faudrait que nous soyons d'accord sur le fait qu'il existe une morale qui soit intrinsèquement supérieure aux autres, un bien en soi, et que nous n'avons d'autre choix que de nous plier à ses préceptes. Or, c'est précisément une prémisse que je crois fausse. J'en veux pour preuve que si un jour quelqu'un venait me voir et argumenter de manière exemplaire et imparable, me démontrant que sa morale est la meilleure qui soit à tout point de vue, mais que celle-ci aurait pour conclusion de m'exclure de la société ou de me refuser le moindre accès à ma part de richesse, je refuserais d'y croire et d'y adhérer, et je combattrais de toutes mes forces ces conclusions.
Et si moi-même je suis incapable de reconnaître qu'il puisse exister une morale supérieure à la mienne, sous prétexte que celle-ci ne sert pas mes intérêts, et que je suis capable, tant mentalement que physiquement, de refuser d'y souscrire de quelque manière que ce soit, c'est bien que la prémisse selon laquelle il existerait une morale supérieure aux autres à laquelle nous n'aurions d'autre choix que de nous plier est fausse. Je crois au contraire que mon sens moral est au mieux un ensemble de règles que je m'engage à suivre afin de m'assurer une bonne relation avec les autres individus qui composent la société dans laquelle je vis. Au pire, un moyen d'imposer aux autres une vision du monde qui ne leur laisse d'autre choix que de servir mes intérêts. Et je crois aussi que, quelle que soit la force des arguments que l'on emploie pour soutenir une thèse sur ce qu'il est juste ou non de faire dans telle ou telle situation, il n'existe dans les faits pas de phénomène physique qui m'oblige à y souscrire. Au mieux, des lois humaines que j'ai le loisir d'enfreindre chaque fois que j'ai l'assurance de ne pas être prise. Quoi qu'il arrive, j'ai le choix d'être moral ou non et de subir les conséquences de mon comportement lorsqu'il y en a. Alors non, je ne pense pas qu'il y ait de morale en soi. Et même s'il y en avait une, et qu'elle allait dans le sens de mes intérêts, le fait est que cela n'empêcherait en rien les autres membres de la société de choisir de ne pas en tenir compte. Et je n'ai pas la prétention de croire que mes propres revendications sont morales en tant que telles. Elles ne font que servir mes intérêts personnels, peu importe la façon dont je les présente. Le fait est que j'existe, que je suis en vie, que je trouve du plaisir à tout cela, et que j'ai envie que cela se poursuive autant que faire se peut dans les meilleures conditions possibles. Et le fait est aussi que j'ai l'opportunité de m'exprimer, de convaincre les autres d'œuvrer à cela, car je ne le peux pas moi-même, pas toute seule. Alors, je le fais. Non pas parce que c'est juste, moral ou quoi que ce soit, mais simplement parce que, fondamentalement, rien ne m'en empêche. Et en l'absence de preuves du contraire, je crois qu'il me faut considérer que les autres autour de moi agissent de la même manière, qu'il ou elle en ait conscience ou non. Chapitre 3. J'ai tout perdu. Si mes contemporains et contemporaines n'agissent effectivement que par intérêt, comme il semble que ce soit le cas pour moi-même, quoi que j'en dise et quoi que je croie, alors il me faut les convaincre que c'est dans leur intérêt que de m'inclure dans la société, puis de produire des richesses et de m'en confier ma part. Or, pourrais-je être moi-même convaincu qu'il est dans mon intérêt de dépenser le peu d'énergie que j'ai à produire des richesses qui seront, pour l'essentiel, attribuées à quelqu'un d'autre ? Eh bien, il se trouve que oui. Il faut bien comprendre que je n'ai pas toujours été perçu comme une personne trans, que je n'ai commencé ma transition qu'à un certain âge et que je ne suis pas né avec mon handicap. Autrefois, dans ma jeunesse, j'étais donc perçu, considéré et traité par la société dans laquelle je vis comme un homme cisgenre, blanc et hétérosexuel. Allons plus loin. Je suis né dans une famille d'artistes rencontrant largement assez de succès pour en vivre très confortablement, avec des grands-parents, professeurs ou ingénieurs, disposant donc d'un très fort capital culturel et ne souffrant aucunement sur le plan économique, bien au contraire. En d'autres termes, il y a encore quelques années, dans cette société très inégalitaire, hétéropatriarcale, raciste, validiste, classiste, dans laquelle je vis, j'étais sans doute l'une des personnes les plus privilégiées qu'on puisse trouver. Et pourtant, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et de loin. Les aléas de la précarité des artistes ont fini par avoir raison de mes parents, et bien que toujours propriétaires de leurs logements respectifs, car ayant su économiser quand c'était possible, leurs revenus n'en ont pas moins fortement diminué. Ils et elles ne sont donc plus en mesure de m'aider autant qu'ils et elles le faisaient par le passé. Ma transition m'a fait perdre tous mes privilèges liés à la masculinité, à la cis-identité ou à l'hétérosexualité, et m'a clairement exposé à toutes sortes d'agressions, tout en exigeant toutes sortes de soins. Et mon handicap a achevé de détruire le peu de possibilités d'indépendance par rapport aux aides de l'État qu'il me restait en m'ôtant la possibilité de trouver un emploi. Ainsi, en l'espace de quelques années, je suis passé d'une condition où toutes les portes de la société m'étaient ouvertes à une condition qui, malgré les privilèges qu'il me reste, le fait d'être blanche, cultivée, multidiplômée, d'avoir des relations sociales et de ne pas avoir à craindre de me retrouver à la rue, n'est guère enviable et dans laquelle je dois revendiquer des droits basiques dans l'espoir d'améliorer mon quotidien. En somme, ma condition peut changer, et peut encore changer en pire.
Suis-je à l'abri d'un accident qui m'impose un autre handicap, d'un revirement politique qui me prive des aides de l'État ou fasse de moi une cible de davantage d'agressions, d'une catastrophe naturelle qui détruise mon logement ou celui de mes parents? Et sans même parler de ce qu'il risque d'arriver, je sais déjà que mon corps va vieillir petit à petit, quoi que je fasse, qu'il finira par devenir de plus en plus inapte à quoi que ce soit, que j'aurai besoin de plus en plus de soins pour être maintenu en vie. Je n'ai donc pas besoin d'une société qui m'accorde le plus de richesses possible sous certaines conditions, mais plutôt d'une société qui m'assure, quoi qu'il arrive et quoi qu'il m'arrive, que je reçoive toujours le plus de richesses possible. C'est là qu'est mon véritable intérêt sur le long terme. Or, à partir du moment où il existe une hiérarchie sociale dans la société, où il existe des inégalités dans la répartition des richesses, quelles qu'elles soient, cela veut dire qu'il existe aussi des critères qui séparent les personnes qui doivent recevoir plus que celles qui doivent recevoir moins. Et comme ma propre expérience le prouve, je peux changer moi-même au point de ne plus rentrer dans les critères qui font les privilèges, où les critères en question peuvent être changés par des décisions politiques. Le seul moyen de rester privilégié dans ces conditions serait alors de me battre en permanence pour m'assurer que les politiques s'adaptent au fur et à mesure de mon existence à ma condition réelle. Et très clairement, je sais à quel point il est risqué de faire un tel pari. Je n'ai déjà plus aujourd'hui l'énergie de me battre autant qu'il le faudrait pour mes droits les plus fondamentaux. Qu'en sera-t-il lorsque l'âge me gagnera ? La seule et unique solution qu'il me reste est donc de revendiquer l'établissement d'une société parfaitement égalitaire, sans hiérarchie sociale, qui accorde donc exactement les mêmes conditions de vie à tous les individus qui la composent. C'est le seul moyen pour que, quels que soient les changements qui s'opèrent dans ma vie ou dans le monde, je reste sûr de toujours recevoir le maximum de richesses que la société peut m'accorder. Et si les autres sont un tant soit peu comme moi, qu'ils et elles craignent aussi les revers de fortune et préfèrent avoir l'assurance d'être toujours pourvus en richesse quoi qu'il arrive. Alors, ils et elles ont tout intérêt, comme moi, à se battre pour une société parfaitement égalitaire et sans hiérarchie sociale. Chapitre 4. Je suis capricieuse. Lorsque je parle d'égalité parfaite ou de société sans hiérarchie sociale, je n'imagine évidemment pas une société dans laquelle on s'attacherait à donner à chaque individu exactement la même chose, que ce soit au travers d'une somme d'argent ou des richesses en tant que telles. Avec la première option, je me retrouverais obligé de payer moi-même mes frais médicaux avant de réfléchir à payer quoi que ce soit d'autre puisque ma santé prévaut sur tous mes autres besoins et toutes mes envies. Les personnes en meilleure santé que moi seraient donc bien plus privilégiées, n'étant pas contraintes par leurs conditions physiques à de telles dépenses. Avec la seconde, je me retrouverais affublé de toutes sortes de richesses dont je n'ai absolument pas besoin, comme par exemple une voiture, alors même que mon handicap me rend dangereuse au volant. Mon intérêt est donc que cette égalité s'adapte à tout un chacun et à sa condition, afin qu'elle soit adaptée à ma situation particulière. Une société équitable qui traiterait différemment les individus en fonction de leurs besoins spécifiques, afin que l'égalité se fasse dans le résultat plutôt que dans la distribution des richesses en tant que telles. Ce qui devrait être égal dans la société qui servirait le mieux mes intérêts, ce n'est donc pas la répartition des richesses en tant que telles, mais bien la qualité de vie de chaque membre de cette société, la sensation de bonheur ressentie par tout un chacun. Cependant, si cette description de l'égalité me convient en tant que telle, je dois reconnaître qu'elle reste vague et difficilement vérifiable. Si l'on me demandait de noter ma qualité de vie actuelle sur une échelle de 1 à 10, je pourrais répondre avec un chiffre et cela me semblerait clair. Mais en réalité, tout ce que j'aurais fait, ça aurait été de comparer mon ressenti actuel avec mes ressentis passés, en me trouvant moins bien que pendant l'insouciance de ma jeunesse, et bien mieux que lorsque j'étais au cœur de ma dépression. Et toute autre personne qui répondra à la question ne pourra procéder autrement. Or, nos expériences de vie étant différentes, je ne peux pas être sûr que le ressenti que les autres attribuent à chaque nombre sur l'échelle est comparable à celui que j'y attribue moi-même. Je ne peux donc pas savoir, en me contentant de cette définition, si je suis traité équitablement par rapport aux autres, si mon bonheur, ma qualité de vie est réellement égale à celle des autres. Dans ces conditions, comment puis-je savoir quand revendiquer davantage de bonheur, ou même si je suis légitime à le faire ?
Et par conséquent, comment organiser la société pour assurer une égalité de qualité de vie si l'on ne sait pas mesurer celle-ci? Il me semble que c'est fondamentalement impossible. Heureusement, il apparaît que ma qualité de vie est mesurable autrement que par mon ressenti. En effet, pour évaluer mon ressenti, je me base en réalité sur toutes les choses que je ne peux plus faire ou avoir aujourd'hui, et sur tous les projets que j'ai dû abandonner face à ma nouvelle condition. Et inversement, à tout ce qu'il m'est désormais possible de faire, d'avoir ou d'envisager depuis que je suis sorti de ma dépression. En d'autres termes, j'évalue en grande partie ma qualité de vie au regard des besoins, envies et désirs que je suis capable de satisfaire ou non. Et cela est concret, tangible, de bien des manières. D'une part, le fait est que, pour satisfaire une envie, quelle qu'elle soit, j'ai toujours besoin de richesses produites par la société, qu'il s'agisse de biens ou de services. Il est donc possible d'organiser la société différemment, afin de mieux répartir ces richesses et d'assurer que je puisse satisfaire davantage de mes envies, ou moins s'il s'avère que je suis privilégié par rapport aux autres. D'autre part, la satisfaction, ou plutôt le potentiel de satisfaction d'un besoin, d'une envie ou d'un désir, est mesurable. Je peux être en mesure de satisfaire l'envie dès qu'elle apparaît, de la satisfaire en surmontant des obstacles et en produisant des efforts, avoir plus ou moins de chances de la satisfaire, ou être dans une totale incapacité de la satisfaire sans aide supplémentaire à celle dont je dispose en l'état actuel des choses. Il est même possible de quantifier les obstacles qui se dressent sur ma route, ou les chances exactes que j'obtienne satisfaction sur chaque désir en particulier. Et cela rend donc aussi possible de comparer ma situation par rapport à celle des autres, vis-à-vis de ma capacité à satisfaire tel ou tel désir. Ai-je autant et aussi facilement accès à un logement décent que les autres? Ai-je autant et aussi facilement accès à certains loisirs que les autres? Au fait de pouvoir me déplacer, à la meilleure santé possible, etc. Cela exige simplement que je puisse définir clairement ce que je désire et que cette définition ne relève pas du ressenti personnel pour que l'on puisse faire des comparaisons justes entre mon cas et celui des autres, ce qui me paraît tout à fait possible. De fait, je me rends compte que je suis toujours capable de définir concrètement les choses que je désire, même lorsque cela paraît très vague à première vue. Par exemple, si j'ai un désir d'amour, ce qui est difficile à mesurer, à quantifier ou à définir en soi, je peux tout à fait dire que j'ai en fait le désir d'être en couple avec une ou plusieurs personnes, d'être embrassé, enlacé, de passer du temps avec les gens que j'aime, etc., etc. Là où la comparaison devient moins pertinente cependant, c'est lorsque je commence à comparer le nombre de désirs, d'envies et de besoins que je suis en mesure de satisfaire à celui que les autres sont en mesure de satisfaire avec autant de facilité. Ou même la part de ceux-ci dans la liste de l'ensemble de mes besoins, envies et désirs. De fait, il m'est apparu au fil des années que les besoins, envies et désirs des autres personnes sont généralement très différents des miens et souvent incomparables en tant que tels. Je ne crois pas que tout le monde ait envie de transitionner, d'avoir plusieurs relations amoureuses en même temps, ou même d'avoir un chat chez soi. Et de la même manière, je n'éprouve personnellement pas le besoin ou l'envie de voyager, de pratiquer un culte ou d'avoir un logement plus grand. Aussi, savoir si satisfaire certains besoins et certaines envies en particulier pour moi vaut plus ou moins que de satisfaire des centaines de petits désirs pour les autres ne reste qu'une question de ressenti, et donc impossible à évaluer correctement. Aussi, pour moi, la définition d'une égalité réelle, d'une absence de hiérarchie sociale, s'arrête bien à cela. Une égalité d'accès à la satisfaction de chacun des désirs dont je peux donner une définition concrète et tangible. Chapitre 5. Je me plains tout le temps. Cette définition de l'égalité réelle, et donc des inégalités, me permet aussi de savoir quand il est nécessaire d'agir pour instaurer cette égalité réelle, et donc à quel moment des réformes doivent être mises en place dans la société, mais aussi de définir clairement les limites de cette nécessité. De fait, mon projet, celui qui est dans mon intérêt, est d'instaurer une égalité réelle, et ce, malgré moi s'il le faut, car si je me base uniquement sur mon ressenti, j'aurais tendance à réclamer des réformes à chaque fois que j'éprouve une frustration par rapport à l'une de mes envies. Or, il se peut tout à fait que satisfaire l'un de mes désirs soit simplement difficile en soi, pour tout le monde, et qu'il existe déjà une égalité réelle à ce sujet. Ou même qu'en réalité, je bénéficie d'une inégalité à ce sujet-là,
en ce que je peux plus facilement satisfaire mon désir à ce sujet que les autres, malgré la frustration que j'éprouve. En d'autres termes, la frustration des autres est sans doute plus grande sans que j'en ai forcément conscience. Dans ces conditions, si je réclamais qu'une réforme soit mise en place afin d'alléger ma frustration, en réalité, je créerais ou renforcerais une situation d'inégalité et je prendrais le risque, peut-être sans le savoir, de plus tard me retrouver dans la situation où ma frustration serait encore plus grande qu'elle ne l'est déjà. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est nécessaire de m'interdire de réclamer que des réformes soient mises en place tant que je ne me trouve pas moi-même, de manière avérée, en situation de subir une inégalité telle que je l'ai décrite. Ou, à tout le moins, de faire en sorte que mes réclamations soient purement et simplement ignorées, nulles et non avenues lorsque ce n'est pas le cas. Bien entendu, je pourrais croire être pertinente à réclamer qu'une inégalité flagrante soit réduite, même lorsque j'en bénéficie. Après tout, il est dans mon intérêt de faire réduire ces inégalités pour que, si jamais ma situation change et que je me retrouve de l'autre côté de la barrière, je ne subisse pas le revers de la médaille. Mais en réalité, une telle attitude pose problème pour deux raisons. La première, c'est que si je bénéficie de cette inégalité, cela veut concrètement dire que je dispose de davantage de ressources que je ne devrais pour satisfaire l'un de mes désirs. Et il y a de fortes chances, même si ce n'est pas toujours le cas, pour que je sois en mesure de disposer de ces ressources comme je l'entends. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'empêche de décider par moi-même de redistribuer ces ressources afin de réduire l'inégalité en question? A priori, rien. Par conséquent, je n'ai pas besoin qu'une réforme ait lieu pour réduire cette inégalité. J'ai déjà le pouvoir d'agir en soi. La seconde, c'est que même dans le cas où je ne dispose pas réellement des ressources qui me sont allouées au point de pouvoir les attribuer à d'autres qui subissent l'inégalité, le fait est que, malgré les apparences, je n'ai en réalité aucune idée de si cette inégalité que je pense constater est réelle ou non. En effet, dans la définition que j'ai donnée, j'ai été clair sur le fait qu'il ne peut exister d'inégalité entre les individus que pour les choses que ces individus désirent effectivement, que dans le cas où ces désirs sont clairement exprimés et que l'on constate ensuite une égalité d'accès à la satisfaction de ce désir entre les uns et les autres. À ce titre, je ne peux pas décider à la place des autres si ils ou elles ont effectivement le désir d'obtenir l'objet de l'inégalité dont je bénéficie. Il est tout à fait possible que les personnes pour qui l'accès à telle chose est plus complexe n'ont en réalité pas la moindre envie d'accéder à ça ou d'y accéder plus facilement, que la situation actuelle leur convient très bien. Et de la même manière, si quelqu'un d'autre essayait d'exprimer à ma place, sans me consulter, ce dont j'ai besoin ou envie, je serais instinctivement très réticente à accepter son intervention. Moi seul suis capable de dire ce dont j'ai besoin et envie, car cela tient uniquement à mon ressenti personnel des choses, auquel je suis la seule à avoir accès, et je trouve particulièrement agaçant lorsque l'on cherche à me prêter des intentions que je n'ai pas, ou à m'expliquer que je devrais apprécier ou ne pas apprécier telle ou telle chose. Aussi, je crois que, lorsque je suis bénéficiaire d'une inégalité, il est essentiel de laisser là où les personnes qui la subissent réellement réclamer qu'on y fasse quelque chose. J'en conclus donc que la première règle à respecter pour construire une société qui aille dans le sens d'instaurer une inégalité réelle doit être que seules les personnes qui subissent réellement une inégalité d'accès à la satisfaction d'un de leurs désirs aient le droit de réclamer qu'une réforme soit faite pour corriger cette inégalité. Et bien entendu, que la société ait l'obligation d'accéder à cette requête en mettant effectivement en place une réforme le cas échéant. Chapitre 6. Je suis hypocrite. Puisque je sais quand et sous quelles conditions il est nécessaire d'initier la mise en place de réformes pour atteindre l'égalité réelle, l'étape suivante consiste évidemment à se demander comment s'assurer que le contenu de la réforme en tant que tel ira bien dans le sens souhaité. Mais le problème que j'ai à ce propos, c'est que je ne suis pas du tout certaine d'être moi-même fiable pour chercher à atteindre cet objectif. Après tout, même en sachant que l'égalité réelle est dans mon intérêt, cela ne reste au final qu'un principe théorique et pas une loi de l'univers. Je reste tout à fait capable d'y déroger si l'envie m'en prend, et je sais que cela peut arriver pour de nombreuses raisons.
Dans un premier temps, je peux avoir intégré que l'inégalité que je subis est juste, nécessaire, importante pour le fonctionnement de la société, et donc voir d'un mauvais œil les mesures qui feraient effectivement changer la donne à ce sujet, avoir peur de leurs effets. Ensuite, je peux tout à fait trouver un intérêt personnel à vouloir qu'une inégalité se maintienne aussi longtemps que possible si j'en bénéficie d'une manière ou d'une autre. Certes, cela veut dire que je prends le risque de me retrouver du mauvais côté de la barrière, et donc de subir violemment l'inégalité au lieu d'en profiter. Mais il se peut que cela ne soit pas un problème très longtemps, surtout si je vis dans une société où la règle que j'ai évoquée dans le précédent chapitre est réellement appliquée. Dans ce cas-là, tant que je suis en position de profiter de l'inégalité, je pourrai faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la maintenir, puis, une fois que ma situation aura changé, je réclamerai une réforme pour instaurer l'égalité réelle. De cette manière, j'aurai profité de l'inégalité tant qu'elle aura duré pour moi, puis de l'égalité par la suite. Je sais aussi que lorsque je ne suis pas concerné par une inégalité, cela ne m'empêche pas d'avoir un avis tranché sur la question, basé sur ma propre expérience du monde, ma vision de ce qui est moral ou de ce qui ne l'est pas. Or, dans cette situation, le fait est que, n'expérimentant pas concrètement dans mon quotidien la souffrance liée à cette inégalité, je ne suis en fait pas du tout la mieux placée pour avoir un avis éclairé sur le sujet. Dans mon propre vécu, le fait de transitionner puis de me retrouver affublé d'un handicap m'a clairement ouvert les yeux sur un grand nombre de sujets, au point d'estimer que la moi d'avant, celle qui ne craignait ni le validisme ni le patriarcat au quotidien, mais voulait se mêler de tout en croyant bien faire, aurait constitué aujourd'hui l'une des pires adversaires dans la lutte pour mes propres droits, avec ses grands principes sociaux et moraux complètement déconnectés de la réalité. Pour toutes ces raisons, et d'autres encore auxquelles je ne pense pas forcément, il me semble évident que je ne peux pas me faire confiance à moi-même pour élaborer une réforme qui aille dans le sens d'instaurer l'égalité réelle. Quand bien même je suis persuadé que mon intérêt réside dans celle-ci, il me semble au contraire que, dans la plupart des cas, mon intervention sur le sujet serait plus contre-productive qu'autre chose. Et, pour ces mêmes raisons, il me paraît d'autant plus absurde de confier à qui que ce soit d'autre que moi une telle mission, car je ne sais même pas si ces autres ont conscience que leur intérêt réside dans l'instauration de l'égalité réelle. Et cela pose un problème de taille, car, au final, il est nécessaire que quelqu'un se charge d'élaborer les réformes lorsqu'elles sont réclamées, sans quoi la société ne changera jamais en mieux et l'égalité réelle n'adviendra jamais. Et non, l'idée d'un super ordinateur ne permet malheureusement pas de se délier du problème. Il faut bien que quelqu'un programme le dit ordinateur, après tout. Heureusement, il est une situation précise, et une seule, dans laquelle je pense pouvoir me faire confiance pour au moins tenter d'élaborer des réformes allant dans le sens de plus d'égalité réelle. Lorsque je subis moi-même une inégalité et que je réclame que quelque chose soit fait à ce sujet. Je ne crois pas du tout que cela m'immunise contre l'ensemble des biais qui peuvent me caractériser, mais au moins cette position me met, a priori, très clairement dans l'intention de réduire cette inégalité, puisque je suis en train de signaler que celle-ci me pose problème et que j'exige que la société y fasse quelque chose. Je peux raisonnablement penser que, dans cette situation, j'aurais plutôt tendance à proposer des idées qui vont dans le sens de résoudre mon problème, et donc l'inégalité, plutôt que l'inverse. Cela ne m'empêcherait pas de me tromper et de faire des erreurs, mais les chances que mon idée de réforme aille dans le sens de renforcer l'inégalité ou de la maintenir sont amoindries. D'autant que, subissant le problème au quotidien, il y a aussi davantage de chances que je sois en mesure d'en connaître concrètement les tenants et les aboutissants, et donc de proposer des choses plus pertinentes à ce sujet. Et il en va de même pour tout individu qui réclamerait une réforme à propos d'une inégalité dont il est avéré qu'il l'a subie effectivement. Alors, puisqu'il est nécessaire que quelqu'un se charge d'élaborer la réforme lorsque celle-ci est réclamée, je crois que l'option la moins dommageable est de faire confiance à la personne qui réclame que la réforme soit faite pour élaborer le contenu de celle-ci. Et je crois aussi, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt, qu'il est nécessaire d'écarter de cette élaboration toutes les personnes qui ne sont pas dans cette situation exacte, de leur retirer tout pouvoir d'intervenir dans la rédaction de cette réforme, ou même de discuter du contenu de celle-ci. Cela ne veut pas dire que, si je réclame qu'une réforme soit mise en place, il est nécessaire de m'enfermer dans une pièce jusqu'à ce que j'ai rédigé un texte de loi sans consulter personne, mais plutôt de me laisser à moi, qui fais cette réclamation, le pouvoir de décider ce qui y figurera
ou non. Je pourrais alors consulter toutes les personnes qui me paraîtront pertinentes sur le sujet, écouter des conseils si ça me semble nécessaire, mais au final, ce serait bien à moi, et à moi seul, de décider si j'intègre ces conseils ou non dans ma réforme, et si j'ai besoin de consulter qui que ce soit pour la rédiger, que personne n'aurait le droit de la modifier sans mon accord. Car, dans la situation inverse, je ne serai sans doute pas la dernière à vouloir me battre bec et ongle pour faire modifier ou annuler une réforme dont les conséquences ne me plaisent pas et à m'inventer toutes sortes de justifications très plausibles, à construire des argumentaires convaincants pour assurer à tout le monde que je cherche effectivement à instaurer davantage d'égalité. Laisser quiconque d'autre décider du contenu d'une réforme que là où les personnes qui réclament cette réforme ne revient pour moi qu'à une seule chose, prendre le risque de voir cette réforme être tordue et minimisée au point qu'elle devienne caduque et que rien ne soit réglé en fin de compte. Et j'en conclus donc que la seconde règle à respecter pour créer une société plus égalitaire est de laisser là où les personnes qui réclament qu'une réforme soit mise en place et qui sont légitimes à la faire en vertu de la première règle, soient aussi là et les seuls à décider du contenu de cette réforme et que nul autre n'ait le pouvoir de discuter ou de modifier ce contenu, que la société ait l'obligation de l'appliquer telle qu'elle, aveuglément en quelque sorte. Chapitre 7. Je suis incompétente. Bien sûr, comme je l'ai clairement expliqué dans le chapitre précédent, je ne crois pas un seul instant moi-même que, simplement parce que je subis une inégalité et réclame que celle-ci soit réduite, et qu'on peut donc me faire davantage confiance pour vouloir créer davantage d'égalité réelle que dans toutes les autres situations possibles, cela me rende capable d'imaginer la réforme parfaite qui créera effectivement cette égalité réelle. Le fait est que subir une inégalité ne me rend pas magiquement capable de savoir comment la résoudre de la meilleure manière possible. En fait, je crois même qu'il y a des chances pour que mon idée de réforme n'ait tout simplement pas d'effet, un effet moindre ou même tout un tas d'effets indésirables, comme celui de créer de nouvelles inégalités à d'autres propos. Pour éviter de faire de telles erreurs et me permettre de proposer directement les meilleures réformes possibles, celles qui aboutissent quoi qu'il arrive à l'instauration de l'égalité réelle, il faudrait que je connaisse sur le bout des doigts tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement de la société, que je sache exactement l'effet que peut avoir le fait d'activer tel ou tel levier, que je sois en mesure de prédire à l'avance les comportements des gens face à l'application de ces réformes. Or, je crois que ce n'est pas réellement possible pour moi de le faire. Encore une fois, mon handicap me limite grandement dans ce que je peux concrètement faire. Et quand bien même ne serait-ce pas le cas, ai-je réellement envie de passer un temps excessif à apprendre tout ça ? Heureusement, il existe dans notre société des gens dont le métier consiste précisément à essayer de connaître ces choses, à étudier la société sous toutes les coutures pour tenter de comprendre ses tenants et ses aboutissants, et même pour tester les diverses solutions proposées et donner des indications concrètes sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle, sans doute, si je dois un jour réclamer qu'une réforme soit faite et qu'on me demandait d'en rédiger le contenu, j'irai en priorité demander à ces personnes quelles seraient les meilleures options qui s'offrent à moi et les écouterai attentivement. Pour autant, est-ce que cela signifie que je peux leur faire confiance aveuglément ? Puis-je être sûr que leurs conseils seront effectivement les bons ? Ou est-ce que ces personnes, soumises à leur propre biais, n'essaieront pas en fait d'utiliser leur savoir pour me pousser à mettre en place les réformes qui les arrangeraient, elles, en prétendant m'aider ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me garantit que ces individus sont effectivement dans le vrai ? Que leurs études, leurs savoirs ne sont pas tout simplement erronés, biaisés ? Qu'ils ont réellement exploré toutes les options possibles, que leur compétence leur permet effectivement de prévoir avec certitude que telle ou telle réforme va fonctionner. En réalité, à moins d'apprendre moi-même tout ce qu'il y a à savoir à propos de leur domaine d'expertise, je ne peux pas être totalement sûr que ces gens m'apporteront effectivement l'aide dont j'ai besoin pour mettre en place la meilleure réforme possible. La seule chose que je peux faire, c'est de croiser les doigts pour que leurs intentions soient les bonnes et qu'ils ou elles sachent effectivement ce qu'ils ou elles disent. Tout comme je ne peux que croiser les doigts pour que les intentions des personnes qui réclament qu'une inégalité qu'elles subissent soit réduite aient effectivement l'intention de le faire. Il faut donc me rendre à l'évidence.
J'ai beau être persuadé que laisser à la personne qui réclame légitimement qu'une réforme soit faite le pouvoir d'élaborer cette réforme est la meilleure de toutes les options parmi celles qui s'offrent à moi, je sais aussi que mettre en place une telle façon de procéder aboutira nécessairement à des erreurs, des réformes qui n'iront pas du tout dans le sens de créer une égalité réelle. Et pourtant, je ne crois pas que cela soit un problème en soi. De fait, si une réforme s'avère contre-productive, c'est-à-dire qu'elle laisse exister, créer ou renforce des inégalités, alors il se trouvera des personnes pour subir les effets négatifs de cette réforme. Et si cela m'arrive personnellement, il me suffira, en vertu de la première règle que j'ai énoncée, de réclamer qu'une nouvelle réforme soit mise en place pour tenter de corriger le problème. Et si c'est moi qui me trompe, d'autres personnes qui seront concernées par ces erreurs, toujours en vertu de cette première règle, pourront réclamer de nouvelles réformes pour tenter de les corriger. Alors, par essais successifs, par tâtonnement, en éliminant une à une les mauvaises solutions, cela devrait effectivement aboutir à faire advenir la bonne réforme, celle qui permettra effectivement d'instaurer une véritable égalité. Or, pour que cette démarche puisse être possible, il est nécessaire qu'une troisième règle existe et soit respectée. Qu'aucune réforme ne puisse jamais retirer le droit et la capacité à qui que ce soit, même temporairement, de réclamer qu'une nouvelle réforme soit mise en place dans le cas où l'on subit une inégalité avérée. Ce qui implique que, puisqu'en vertu de la seconde règle, nul autre que là où les personnes qui réclament que la réforme existe n'a le pouvoir de discuter le contenu de celle-ci, s'il est constaté qu'une mesure de cette réforme pourrait aboutir à exclure une ou plusieurs personnes de cette capacité à réclamer des réformes, alors la réforme tout entière doit être purement et simplement rejetée, ignorée, nulle et non avenue. De la même manière que s'il s'avérait que là où les personnes qui réclament cette réforme ne subissent en réalité pas d'inégalité réelle. Chapitre 8. Je suis rancunière. Je suis bien consciente qu'en laissant aux personnes qui réclament légitimement des réformes, en vertu de la première règle que j'ai énoncée, le soin d'élaborer celle-ci, en vertu de la deuxième règle que j'ai énoncée, et donc le droit de faire appliquer des réformes imparfaites, je risque de subir moi-même toutes sortes de revers peu appréciables. Mes droits pourraient soudain être réduits, je pourrais perdre certaines de mes possessions, je pourrais me retrouver obligé de faire des choses qui me déplaisent. En fait, il est très probable que ces désagréments arrivent même lorsque les réformes créent effectivement une égalité réelle et pas seulement lorsque des erreurs sont commises. Et pour cause, s'il s'avère que je bénéficiais de certaines inégalités, alors il y a toutes les chances que je doive me résoudre à perdre certains de mes privilèges dans le processus de construction de l'égalité réelle. Et je le sais pour l'avoir vécu, une telle perte n'a rien d'agréable. Je peux accepter ces revers, ces erreurs, si elles vont effectivement dans le sens de construire une égalité réelle, puisque je sais qu'au final, cela me bénéficiera plus qu'autre chose, que c'est dans mon intérêt personnel de subir cela, que ce soit temporairement ou de manière permanente. Cependant, je ne suis pas dupe au point de croire que le pire qui puisse m'arriver dans ce processus soit de subir des privilèges ou de subir temporairement quelques inégalités nouvelles. De fait, si je subissais une inégalité avérée, mais que j'étais mal intentionné, que je voulais me venger des personnes qui m'ont placé dans cette situation à l'origine, je pourrais faire preuve d'une imagination cruelle pour m'assurer que ces personnes subissent des choses horribles, inqualifiables, sans pour autant contrevenir à la troisième règle que j'ai énoncée. En effet, trancher le bras de quelqu'un ne l'empêche en rien de réclamer que des réformes soient faites, de même que l'humilier publiquement, ou de lui faire subir un tabassage en règle qui soit suffisamment bien dosé pour ne pas lui ôter la vie. Et ce ne sont là que quelques exemples que je pourrais faire subir aux gens si j'étais entièrement maîtresse du contenu des réformes que j'exige. Or, si je suis capable d'imaginer de telles choses, je dois croire que d'autres que moi auront des idées similaires. Ce qui veut dire que des personnes mal intentionnées pourront se servir du prétexte de subir certaines inégalités bien réelles pour me faire subir toutes ces choses en toute impunité.
Et il est hors de question que j'accepte de subir ça, même dans l'espoir que toute cette démarche aboutisse à davantage d'égalité réelle. C'est la raison pour laquelle une quatrième règle, capable d'empêcher ce type de réforme, me semble absolument nécessaire pour éviter de tels abus, que ce soit de ma part ou de celle des autres. Et cela pose un problème pratique. Comment définir cette quatrième règle sans pour autant empêcher les désagréments nécessaires à l'instauration de l'égalité réelle, ce que j'accepte de subir dans mon propre intérêt? Il faut que je définisse clairement la limite exacte entre l'abus et la nécessité. Pour cela, je crois que ce que je crains réellement, c'est de subir des choses qui soient en elles-mêmes irréversibles en cas de besoin. En effet, ce que j'ai expliqué dans le chapitre précédent, c'est que pour chercher à atteindre l'égalité réelle, il sera sans doute nécessaire de procéder par tâtonnement, par tentatives successives jusqu'à trouver la bonne réforme. Cela implique en soi de pouvoir revenir en arrière en cas d'erreur, intentionnelle ou non, et donc que chaque mesure appliquée dans chaque réforme soit absolument réversible par de nouvelles réformes en cas de besoin. Or, les blessures, les humiliations, les insultes, même lorsqu'elles ne laissent pas de séquelles à vie, ne peuvent pas être retirées en cas de besoin. Elles m'ont été infligées et on ne peut pas me les désinfliger, c'est physiquement impossible. De la même manière, si l'on détruit une chose que je possède, je ne pourrai jamais la récupérer. Mais si l'on se contente de donner cette chose à quelqu'un d'autre, il sera toujours possible de me la rendre plus tard. Et si l'on m'interdit de faire une chose qui me plaît, il reste possible de lever cette interdiction à tout moment. Aussi, je pense que la dernière règle nécessaire pour qu'une société aille dans le sens de créer une égalité réelle sans passer par des phases de cruauté, doit être de rejeter d'office et en bloc toute réforme dont certaines mesures auraient des effets sur les autres personnes que celles qui ont réclamé et élaboré cette réforme, qui ne seraient pas immédiatement réversibles par d'autres réformes futures. Chapitre 9. Je parle trop. Pour résumer ce que j'ai essayé de faire avec cet ouvrage, c'est d'imaginer un moyen efficace de prendre des décisions qui amèneraient théoriquement à l'instauration d'une société réellement égalitaire, puisque je crois qu'il s'agit là de ce qui est dans mon intérêt, mais aussi, par extension, dans l'intérêt de tout un chacun. Mais j'ai aussi longuement argumenté des raisons qui me poussent à croire que ce moyen précis de procéder est le plus efficace, le plus légitime pour créer cette égalité. Alors, pour clarifier les choses une fois pour toutes, voici comment j'imagine que cela devrait fonctionner concrètement. En premier lieu, tout individu disposerait d'un droit fondamental et inaliénable à réclamer que la ou les réformes qu'il élabore lui-même soient à tout le moins examinées par la société afin de déterminer si elles doivent être appliquées ou non. Pour ce faire, l'individu qui fait la réclamation devra expliquer le faire parce qu'il pense subir par rapport aux autres une inégalité d'accès à la satisfaction d'un désir clairement défini qui soit concret et tangible. S'il s'avère, après examen, que la personne qui réclame la ou les réformes ne subit pas une telle inégalité, alors cette ou ces réformes devront purement et simplement être rejetées. S'il s'avère, après examen, que la ou les réformes réclamées comportent des mesures qui peuvent aboutir à retirer à qui que ce soit la capacité de réclamer des réformes, alors cette ou ces réformes devront purement et simplement être rejetées. S'il s'avère, après examen, que là où les réformes réclamées comportent des mesures aux effets non immédiatement réversibles par d'autres réformes futures qui concerneraient d'autres personnes que la personne ayant fait la réclamation, alors cette ou ces réformes devront purement et simplement être rejetées. Dans tous les autres cas, après examen, la société doit être contrainte d'appliquer la ou les réformes réclamées sans que personne ne puisse revenir sur le contenu de celles-ci, c'est-à-dire telles qu'elles ont été écrites et présentées par la personne qui les réclame. Et si qui que ce soit trouve quoi que ce soit à redire à cette ou ces réformes ou à leur application, charge à ces individus de prendre leurs responsabilités en réclamant leurs propres réformes en suivant exactement les mêmes règles. Mon avis étant que, en procédant autrement, on laisserait uniquement le loisir à celles et ceux qui profitent des inégalités d'intercéder pour maintenir
ou renforcer ces inégalités. Le concept fondamental que j'ai essayé de développer ici est donc le suivant. Cessons de discuter le contenu des réformes exigées par les personnes qui subissent des inégalités. Contentons-nous de nous assurer que celles-ci ne comportent pas d'abus et appliquons-les. Nous verrons bien si cela nous mène quelque part ou non. Cela revient surtout à dire qu'en cas de conflit interne à la société, plutôt que de s'en remettre à un leader ou à une élite statique soumise à des intentions peu claires ou à des biais, plutôt que de s'en remettre à la majorité qui peut être influencée par les puissants et les puissantes, voire chercher à écraser intentionnellement la minorité, décidons de laisser aux personnes qui subissent les inégalités le soin de trancher la question. Certains appelleront cette façon de procéder démocratie antidélibérative, dictature des prolétariats. De mon côté, j'ai décidé de l'appeler minocratie. Un monde où les plus faibles, dans une situation donnée, sont bien celles et ceux à qui l'on confie le pouvoir de prendre les décisions politiques. Chapitre 10. Je suis limité. Bien sûr, je ne suis pas dupe. Peu importe que j'ai réellement la conviction d'avoir une idée qui pourrait réellement améliorer les choses pour notre société. Je sais qu'il ne suffira pas de l'énoncer, de l'argumenter, ni même de la mettre en place pour que tout aille pour le mieux. Déjà, quand j'en parle autour de moi, je me heurte à une réticence instinctive. Le premier réflexe de tout un chacun semble être de rejeter l'idée, d'en chercher les défauts, les dérives potentielles. Et j'ai beau pour lors ne pas rencontrer d'arguments auxquels je ne puisse pas répondre, et ne pas en avoir entendu capable de me convaincre que j'ai tort, le fait est que je n'arrive pour autant pas à convaincre moi-même, ou alors pas facilement. Mais plus encore, ce projet d'organisation de la prise de décision est dans la droite ligne et au croisement du travail de plusieurs courants de pensée initiés bien avant moi. Il s'agit en quelque sorte d'une continuité des travaux de Rawls, Marx et William Crenshaw. Et cela veut dire qu'il s'inscrit aussi dans une démarche qu'on ne peut qualifier autrement sur l'échiquier politique que comme d'extrême gauche, ce que je revendique d'ailleurs. Pour cette seule raison, quand bien même un grand nombre de personnes seraient par miracle convaincues que ce projet est le meilleur possible pour le monde, il faudrait se heurter à une levée de boucliers massive de la part des camps adverses, qui ne verront pas un tel projet d'un bon œil. Il faudra lutter longuement et difficilement pour qu'il advienne un jour. Un projet entièrement conçu pour limiter le pouvoir d'influence des puissants et des puissantes et instaurer le plus rapidement possible une égalité concrète, aucun doute qu'il y aura des forces pour s'y opposer avec vigueur, quand bien même il serait définitivement prouvé que cela fonctionne bel et bien. Car, oui, ne l'oubliez pas, mais comme je l'ai annoncé dans mon avant-propos, je n'ai pas non plus la certitude que tout ceci fonctionne réellement. Je le crois, ma logique me pousse à imaginer que c'est le cas. Mais il faudrait surtout pouvoir tester cette théorie, pratiquer l'exercice de cette façon de prendre des décisions et voir si, effectivement, elle permet bien d'atteindre l'égalité souhaitée avant de crier victoire. Malgré toute ma conviction, il reste possible que tout cela s'écrase mollement contre le mur de l'empirisme. Et au-delà de ça, je sais aussi une chose, avant même que le moindre test ne soit réalisé. Ce système de prise de décision n'est pas et ne sera jamais parfait. En l'imaginant, j'en vois bien moi-même les limites concrètes, ce qu'il permettrait de faire et ce qu'il ne permet pas de faire. Par exemple, rien n'empêche aux personnes aux idées non inégalitaires, mais subissant elles-mêmes des inégalités par ailleurs, de réclamer des réformes particulièrement discriminatoires envers d'autres groupes. Et il faudra donc organiser un travail de veille pour, chaque fois que ce sera le cas, revenir rapidement, faire passer des contre-réformes en essayant du même coup de créer des réformes réduisant les inégalités subies par ces personnes pour qu'elles ne puissent plus abuser de cette position à l'avenir. En d'autres termes, instaurer une minocratie ne mettra pas magiquement un terme à la lutte politique et au combat d'idées. Je crois juste qu'il sera plus simple de contrecarrer les offensives sur les droits fondamentaux des individus avec un tel système qu'avec un autre, qui laisserait au camp d'en face la liberté d'occuper et de saturer la prise de décision. Il faut aussi mettre en lumière une autre limite importante. Ce système fonctionnera peut-être à merveille pour tous les individus capables de réclamer que des réformes soient faites. Mais qu'en est-il de tous les autres ? J'ai beau être dans une situation sociale plus compliquée que par le passé, je sais aussi n'avoir pas perdu le capital culturel qui est le mien.
Et c'est celui-ci qui me permet d'avoir suffisamment de confiance en mes capacités pour me dire que, malgré mon incompétence notable, je reste toutefois capable de présenter un projet de réforme quand j'en ai besoin. J'ai quelques notions juridiques, assez de connaissances sociales et politiques pour avoir des idées quant à ce qui pourrait marcher, je sais comment fonctionne l'expertise scientifique de manière générale et peux donc décider d'y faire appel en m'assurant qu'on essaie de pas trop m'entourlouper. Mais qu'en est-il de toutes les personnes qui n'ont pas cette formation de base? Seront-elles capables de faire de même? Sans doute pas sans aide, sans qu'un service dédié à épauler les réclamants et réclamantes ne soit financé et maintenu. Et il y a des personnes qui n'ont pas les capacités physiques ou cognitives pour faire la moindre réclamation par elles-mêmes. Dans leur cas, il faudra nécessairement que d'autres personnes se chargent de faire tout cela à leur place. Et cela demande d'autres services, d'autres ajustements à penser pour que tout cela puisse peut-être fonctionner et qu'il n'y ait pas d'abus. Ce qui m'amène à parler du fait que ce système ne pourra sans doute jamais fonctionner sans un cadre précis. Tout d'abord, il s'agit d'un ensemble de règles strictes qu'il est impératif de respecter à la lettre pour espérer que ça fonctionne, et que nul n'abuse des pouvoirs qu'elle confère. En d'autres termes, sans un état de droit solide, où toutes les personnes sont clairement surveillées et soumises au droit avec des juges indépendants, y compris des uns des autres, des condamnations fermes pour les arbitres qui tricheraient en évaluant certaines réformes, à minima l'interdiction à vie d'être de nouveau arbitre, les chances que tout cela tourne au cauchemar sont bien réelles. De plus, il est clair que les personnes qui subissent les inégalités sont aussi celles, en général, qui ont le moins d'influence sur la société. Elles n'auront donc jamais seules la capacité d'imposer les réformes qu'elles réclameront au reste de la société, et, comme je l'ai dit, beaucoup s'opposeront de fait à celles-ci. Il faudra donc sans doute créer une ou plusieurs institutions fortes, disposant d'assez de pouvoir pour imposer les dites réformes. Et je ne fais là sans doute qu'effleurer la surface de tous les problèmes qu'un tel système pose lorsqu'on réfléchit à sa mise en place. Alors non, même s'il est avéré que celui-ci fonctionne parfaitement, il ne faudra jamais croire qu'il est parfait en soi, qu'il s'agit d'un aboutissement, d'une panacée, d'un idéal. Pourquoi le défendre? Pourquoi vouloir le mettre en place alors? Tout simplement parce que je crois que la solution parfaite n'existe pas, et qu'il me semble que ce système-là permettrait d'aller un peu plus vers le mieux que tout ce que l'on a imaginé d'autre. Que tous ces défauts que je mentionne, on les retrouve en fait aussi dans les autres systèmes, souvent en pire. Pour reprendre une formule célèbre, tout ce que je crois, c'est qu'il s'agit du pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Du moins, jusqu'à ce que quelqu'un quelque part ait une meilleure idée encore à me proposer. Et voilà, c'est la fin du texte de base, la fin de ma lecture de Minocratie. Je vous le rappelle, je ne sais pas vraiment comment le diffuser autrement. Alors, si vous avez trouvé ça pertinent, intéressant, intriguant, n'hésitez surtout pas à le partager et essayez de le partager avec des personnes qui pourraient en savoir plus que vous, plus que moi sur le sujet et qui pourraient donc répondre de manière plus efficace. Mais surtout, n'oubliez pas, commentez, critiquez, faites valoir vos arguments, dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous promets d'enregistrer d'autres audios à l'avenir dans lesquels j'essaierai de répondre à vos arguments, d'apporter des éclaircissements, mais peut-être aussi tout simplement de reconnaître que vous avez raison et que j'ai tort. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette lecture vous a été agréable, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente continuation, et n'oubliez pas de faire la révolution, rapidement.